Est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se cache sous nos pieds? Tout un réseau invisible d'eau sous pression qui alimente nos villes, nos maisons. C'est un monde fascinant de complexité. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Oui, c'est une super question en fait. Comment ça se fait que l'eau arrive avec autant de patates au robinet, même quand on habite tout en haut d'un immeuble? Logiquement, la gravité devrait la retenir en bas, non? C'est justement cette petite énigme qu'on va résoudre. En fait, tout ça, ça se résume à un seul grand défi pour les ingénieurs. Comment faire pour transporter un liquide là où la gravité, toute seule, ne peut rien faire? C'est vraiment le point de départ de tout. Et la solution à l'énigme du gratte-ciel, eh bien, elle tient en 3 mots. L'hydraulique en charge. Ça sonne un peu technique, un peu intimidant peut-être, mais on va voir que l'idée derrière est en fait super logique. Ok, alors, rentrons dans le vif du sujet. Ça veut dire quoi exactement en charge? Pour bien piger le truc, le plus simple, c'est de comparer avec l'autre manière dont l'eau pour s'écouler. Pour que ce soit limpide, il faut imaginer 2 situations. D'un côté, on a l'écoulement à surface libre. Pensez à une rivière ou un canal. L'eau coule, mais au-dessus, il y a de l'air. Le tuyau, la rivière, n'est pas plein. Mais dans le cas qui nous intéresse, l'écoulement en charge, le tuyau est complètement plein. Il n'y a pas la moindre bulle d'air. Et du coup, le liquide pousse sur toutes les parois. C'est ça, la grande différence. Et ça change tout. Donc pour résumer en une phrase, quand on parle d'hydraulique en charge, on parle d'un fluide qui remplit à 100% son conduit et qui est maintenu sous pression. C'est cette pression qui devient le moteur principal, ce qui lui permet de grimper, de voyager sur des kilomètres et de se moquer de la gravité. Bon, super. Maintenant qu'on a le concept de base, on va regarder un peu les règles du jeu, les lois de la physique qui dictent comment tout ça fonctionne. Ce sont les règles que les ingénieurs doivent maîtriser sur le bout des doigts. La règle d'or, le principe numéro 1, c'est la conservation de l'énergie. On l'appelle souvent le principe de Bernoulli. L'idée, c'est d'imaginer que l'eau dans un tuyau possède une quantité d'énergie bien définie. Cette énergie peut changer de forme, mais le total, lui, il reste toujours le même. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Et cette énergie totale, elle se décompose en fait en 3 parties. D'abord, il y a l'énergie de pression. C'est la force brute du fluide, sa capacité à pousser. Ensuite, l'énergie cinétique. Ça, c'est tout simplement l'énergie de son mouvement, de sa vitesse. Et enfin, l'énergie potentielle, qui dépend de son altitude, de sa hauteur. L'eau peut donc par exemple transformer de la pression en vitesse ou de la vitesse en hauteur. Mais la somme des 3 ne bouge jamais. Évidemment, ça c'est la théorie parfaite. Dans la vraie vie, il y a un grain de sable dans l'engrenage. Un ennemi invisible qui vient compliquer les choses pour les ingénieurs, la perte d'énergie. Et cette perte d'énergie, on lui a donné un nom, la perte de charge. Il faut voir ça comme une sorte de taxe énergétique. À chaque mètre que le fluide parcourt dans le tuyau, il perd un tout petit peu de son énergie. C'est ça le défi numéro 1 à surmonter dans la conception. Et cet ennemi, il a 2 manières d'attaquer. D'un côté, il y a la perte linéaire. C'est le frottement de l'eau contre les parois du tuyau. Plus le tuyau est long et rugueux, plus on perd d'énergie. De l'autre côté, on a la perte singulière. Là, c'est chaque obstacle qui fait perdre de l'énergie. Un coude, une vanne, un rétrécissement, tout ça crée des turbulences qui mangent de l'énergie. Alors, on a le concept et on a l'ennemi. Maintenant, la question c'est comment on fait pour construire un système qui marche en prenant en compte toutes ces pertes pour être sûr que l'eau arrive bien là où on veut et avec la bonne pression. Pour un ingénieur, c'est un peu comme un plan de bataille en 4 étapes. D'abord, on définit le besoin, quel débit d'eau est nécessaire au point d'arrivée. Ensuite, on choisit le bon diamètre de tuyau. C'est un équilibre délicat entre le coût et la réduction des frottements. Après ça, place au calcul. On additionne toutes les pertes d'énergie qu'on peut prévoir sur le parcours. Et enfin, l'étape finale. On s'assure que la pression au départ est assez forte pour compenser toutes ces pertes et qu'il en reste encore assez à l'arrivée. C'est un vrai travail de précision. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais concrètement, pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, tout simplement parce que ce principe, même s'il est invisible, il est absolument partout autour de nous. Il est à la base d'une bonne partie de notre monde moderne. Et c'est vrai. Une fois qu'on a ça en tête, on commence à le voir partout. L'eau potable qui arrive chez nous, évidemment, mais il y a aussi l'irrigation qui permet de faire pousser nos aliments, les immenses conduites forcées qui alimentent les turbines des barrages hydroélectriques et même le circuit de chauffage central dans un bâtiment. Tous ces systèmes vitaux, ils obéissent exactement aux mêmes règles du jeu. Au final, tous ces réseaux qu'on ne voit pas, ce sont véritablement les artères de notre société. Alors la grande question pour l'avenir, c'est comment peut-on les améliorer, les rendre plus intelligents, plus efficaces, pour économiser à la fois notre précieuse ressource en eau et l'énergie qu'il faut pour la déplacer. C'est un des grands chantiers qui attendent les ingénieurs de demain.